11 janvier 2015, juste après les attentats. Il faut progresser de façon urgente vers l'établissement d'un PNR européen. Même message le 19 novembre dernier après les attaques à Paris. Il est plus que jamais temps que l'Europe adopte le texte sur le PNR. Et depuis rien ou presque, une directive européenne est adoptée sous la pression française. Le vote au Parlement aurait dû avoir lieu début mars. Il a une nouvelle fois été repoussé. Peut-être aurions-nous pu intercepter un certain nombre d'individus si le PNR avait existé. Maintenant, il y a un rendez-vous au mois d'avril. Je serai moi-même dans quelques semaines également au Parlement européen. Oui, je ne sais pas si c'est une pression. C'est un appel à la responsabilité. Et donc je demande aux socialistes, aux Verts, aux libéraux du Parlement européen de ne plus en bloquer l'adoption. Et ce qui bloque l'adoption, c'est la question des libertés individuelles, car le Passenger Name Record compilerait de nombreux renseignements sur les voyageurs, identité, itinéraire, adresse mail, moyens de paiement utilisés, entre autres. Des informations précieuses pour retracer d'éventuels parcours terroristes et surtout des départs ou retours de Syrie. Ce fichier commun concernerait uniquement les passagers de vols entrant ou sortant de l'espace européen, mais pas les vols internes. L'idée remonte à plus de 5 ans, lorsque les États-Unis obtiennent que leur soient communiquées les données des passagers embarquant pour des vols transatlantiques. On donne des informations passagers aux États-Unis et nous nous refusons à l'intérieur de l'espace Schengen de donner ces informations. Je peux vous dire qu'elles sont essentielles. Le projet prévoit que les données soient conservées 6 mois. Pendant 5 ans, elles seraient consultables sous le contrôle d'une autorité judiciaire avant d'être effacées. Bonjour Sébastien Caron, vous êtes directeur général d'ASCT, un cabinet spécialisé dans la sûreté aéroportuaire, ASCT International, spécialisé dans la sécurité aéroportuaire. C'est indispensable pour vous, ce PNR ? Oui, l'introduction du PNR a éventuellement, et en tout cas évidemment, une réalité concrète derrière sur le suivi notamment des personnes et la traçabilité des passagers aujourd'hui. Ça n'existe pas déjà? Il n'y a pas déjà un certain nombre de listes? Il y a des systèmes qui sont mis en place notamment pour les États-Unis aujourd'hui, en France et pour la police aux frontières, bien sûr qu'on peut consulter les fichiers nationaux, mais on n'a pas de traçabilité, de communication de cette traçabilité au niveau des pays européens. Voilà. Alors ça existe pour les États-Unis, mais pas pour l'Europe. Pour revenir sur Bruxelles, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, puisque un hall d'accueil d'un aéroport international, dans toute l'Europe, il n'y a pas de contrôle. Tout le monde peut venir attendre un passager qui arrive ou prendre l'avion. Aujourd'hui, sur l'Europe, on a décidé depuis longtemps, de par la structure même des aérogares, mais aussi de par le nombre et le flux de passagers, d'avoir des aéroports où on met des postes d'inspection filtrage semi-centralisés, ce qui permet de contrôler directement au milieu des aérogares et donc de laisser un espace public permettant aux passagers de venir avec les accompagnants. Pour rentrer dans un aéroport, oui. Personne vous contrôle. Et si on mettait des portiques de sécurité, des détecteurs d'explosifs ou des choses comme ça, ou bien ne prendre que ceux qui ont un billet d'avion, ça changerait quoi? On pourrait, bien entendu, c'est appliqué dans certains pays, notamment au Maghreb aujourd'hui, en Turquie ou dans certains autres pays où on estime que les mesures et les menaces surtout sont plus sensibles. Mais concrètement, si demain on mettait des postes de contrôle directement à l'entrée des aérogares, on aurait une file d'attente et on aurait du mal à traiter le flux de passagers. On vous demanderait de venir certainement plusieurs heures avant votre vol, chose qui aujourd'hui n'était pas concevable en Europe de par l'histoire déjà du terrorisme qu'on a connu sur nos aéroports. On a toujours connu dans les années 80 des bagages abandonnés en zone publique, mais rarement du terrorisme kamikaze. Et donc on avait comme on va dire vision de contrôler plutôt la zone publique par de la surveillance active de ces zones, notamment sur les bagages abandonnés. Aujourd'hui, on rentre dans une autre perspective. Disons que ça ne suffit plus, mais cet espace public aujourd'hui, il faut comprendre que nous, quand on parle de sûreté du transport aérien, l'idée est de protéger les avions, de protéger le mode de transport aérien. Pourquoi? Parce que quand vous détruisez un avion en vol, vous allez faire 200, 300 morts. Aujourd'hui, à le faire un attentat, il n'y en a eu que 14. C'est assez cynique, mais c'est une réalité. C'est cynique en effet, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que demain, mettre un engin explosif ou se faire exploser dans une zone publique
d'un aérogare ne commet pas et ne provoque pas plus de victimes, malheureusement pour ces victimes, que s'ils avaient commis cet attentat dans un supermarché ou dans Paris, dans des rues bondées de monde. Alors que l'avion, c'est plus spécifique. L'avion a une sensibilité très particulière de par le fait qu'il soit pressurisé en altitude. Très peu d'explosifs permettraient de détruire complètement un avion en altitude. À 10 000 mètres, il suffit de pas À 10 000 grand-chose. mètres, 400 grammes d'explosifs vont vous permettre de détruire complètement l'avion. L'ATTP qu'on a retrouvé là chez cette planque de Bruxelles avec de l'acétone, des vis, des boulons, des détonateurs, c'est quoi? C'est l'explosif du pauvre? Le TATP est un explosif artisanal. pardon. C'est un explosif artisanal, de conception artisanale. C'est acheté dans le commerce, dans les supermarchés. Vous pouvez très bien demain constituer ce type d'explosif chez vous, en effet. C'est assez simple à faire, c'est accessible. On trouve assez facilement sur la toile aujourd'hui les méthodologies pour le mettre en place. Donc c'est quelque chose qui peut être fait par Monsieur Tout le Monde, en effet. Est-ce qu'il y a eu des procédures nouvelles, par exemple, pour contrôler les bagagistes, tous ceux qui ont accès aux zones aéroportuaires? Depuis le 11 septembre 2001, déjà, on a énormément évolué dans la sûreté du transport aérien, c'est-à-dire que l'ensemble des personnels qui n'étaient pas contrôlés pour rentrer dans les zones réservées, donc les zones sensibles des aéroports, aujourd'hui le sont. Les enquêtes de moralité est faites sur l'ensemble du personnel aéroportuaire avec des autorisations et des habilitations de la préfecture suite à ces enquêtes. Pour Même sur des endroits comme Roissy ou Orly qui sont de véritables villes. C'est fait pour l'intégralité des personnels et c'est renouvelé régulièrement. Donc il y a un suivi bien entendu des enquêtes de moralité sur l'intégralité des personnels aéroportuaires aujourd'hui. Dans les différents scénarios, qu'est-ce que vous craignez, par exemple, aujourd'hui? De toute façon, on craint comme tout le monde, c'est-à-dire que dans ce système qui réunit un certain nombre de mesures mises en place pour protéger les vols, bien sûr qu'il existe malheureusement encore des failles dans les systèmes, des vulnérabilités, ne serait-ce que parce que ces mesures sont appliquées par des hommes pour la plupart. L'homme est vulnérable, donc peut très bien demain avoir un manque de concentration d'un agent de sûreté lors d'un passage au poste de contrôle, parce que vous traitez des millions de passagers à l'année, par exemple sur un aéroport comme Roissy-Charles de Gaulle, on est à plus de 60 millions de passagers traités. Donc forcément, quand on demande à des personnes d'aller faire des palpations, d'utiliser des équipements techniques de contrôle, il peut avoir des pertes de concentration par moment, même si en effet tout le système est mis en place pour éviter ça. Et il y a une démultiplication des mesures de sûreté qui sont mises sur l'intégralité depuis l'entrée des aérogares jusqu'à la sortie, bien entendu permettant par le biais d'un entonnoir d'éviter la vulnérabilité. La faille, elle est humaine pour vous? La faille est humaine, premièrement, et secondo, n'oublions pas qu'on a affaire à beaucoup de personnel dans ces aéroports et qui pourrait très bien avoir des pressions effectuées sur certains de ces personnels demain pour arriver à faire passer quelque chose. Mais dès qu'une faille est détectée dans l'aéroport ou dans les mesures de sûreté, tout de suite, il y a une réglementation et il y a une évolution de la réglementation et des mesures qui sont mises en place dans l'aéroport pour pouvoir y répondre de manière Il y avait des failles à Bruxelles? À Bruxelles, pour moi, il n'y a pas eu de faille particulière. On est dans une zone publique. Aujourd'hui, vous vous présentez comme un passager, vous rentrez dans les aérogares, c'est tout à fait normal. Avoir une surveillance mise en place par l'État, par des services militaires, par des policiers, c'est très bien. Mais encore une fois, on ne peut pas contrôler l'intégralité des passagers aujourd'hui dans nos aéroports. Et ça prendrait des heures et ça embouteillerait évidemment tous les vols. Si on le faisait en aéroport, il faudrait le faire dans toutes les gares, dans tous les métros et partout aujourd'hui. Merci beaucoup. Sébastien Caron, directeur général d'ASCT International, cabinet spécialisé dans la sécurité aéroportuaire.